votre propos tonique en plus qui ouvre des propositions et des solutions et qui recoupe, en tout cas qui introduit bien un certain nombre de questions qui vont être travaillées à partir de maintenant. Peut-être y a-t-il une question ou intervention sur le propos du docteur Bonsa avant d'enchaîner. Décidément, c'est compliqué de prendre la parole aujourd'hui. Alors, merci. Merci beaucoup. Ah, une question. Oui, je suis un peu avantagé dans mon département parce que je suis à l'aide sociale à l'enfance et comme une bonne partie des financements en viendront, c'est plus facile. Et comme je dirige aussi des structures de soins déjà financées par l'ARS, c'est un peu plus facile la discussion parce que les moyens, je les ai déjà. Après, le problème, c'est que pour faire les 3 niveaux, il n'y a pas une tutelle qui doit dire oui, il y en a 2, 3 tutelles qui doivent. Donc il y a un travail préparatoire inter-tutelle pour se mettre d'accord autour de ces. Je ne sais pas si vous parlez spécifiquement du dernier point, la maison de soins de protection. Le diaporama qu'il y avait à la base, il s'appelle comment? Il s'appelle le journée 13 novembre. Votre place à vous, en tant que directeur, vous avez dit sous la tutelle du Conseil général, oui. Est-ce que c'est dans votre département? Une volonté unique, est-ce que ça existe, et notamment dans notre département, que ça peut exister? Je pense que ça n'existe pas ailleurs, et je pense que chez moi, ça a existé par hasard. Ah, est-ce que le hasard peut se reproduire? Ah, ben, sur le plan administratif et procédural, c'est tout à fait possible. Après, ça fait bien longtemps que les directions des conseils généraux ne voudraient pas trop prendre les dépenses de la santé et inversement, donc ça part pas bien, sauf que là, il y avait un CNPP de 70 personnes, donc vous voyez, c'est quand même un énorme CNPP, qui était là depuis 50 ans par hasard. Et la maison de l'adolescence a été effectivement ça qui a eu. Mais on est la seule, je crois, enfin, on est une des 2 seules maisons de l'adolescence, il y en a une centaine en France, qui sont 100% CG, les autres sont soit hospitalières, soit associatives, en GIP, etc. Donc la particularité que j'ai chez moi, c'est la force du conseil général, qui a rarement, en général, chez les pédopsychiatres, ça c'est une chance un peu... Alors c'est reproductible, hein, mais c'est... Bien, ben, merci, docteur Bonsa. On va continuer avec Jean-Yves Barrère et Florence Delorière sur cette action prioritaire nationale. Alors, docteur, vous avez dit qu'on avait besoin de parler d'un langage commun, de pouvoir se décentrer de son secteur d'origine pour élargir un peu le regard, apprendre à travailler avec les autres. Sauf en crise. Sauf en crise, voilà. Autorisons-nous à être mauvais en crise. D'accord. Donc sur la thématique de ces adolescents en difficulté, on a aussi besoin de passeurs de temps en temps, on a besoin d'organiser la réflexion sur nos territoires. Et là, on doit féliciter, remercier l'UNIFAF d'avoir pris l'initiative de lancer une action prioritaire nationale dans une quarantaine de territoires en France, sur cette logique justement de travailler avec ces adolescents difficiles, c'est-à-dire de réunir un certain nombre d'acteurs, des travailleurs sociaux, du champ de la protection de l'enfance, du champ du handicap, pouvoir se confronter avec des pédopsychiatres, des responsables de l'éducation nationale, des juges pour enfants, ou tout autre intervenant avec lesquels ils sont à même de devoir travailler, pour justement avoir une représentation peut-être un petit peu différente de celle que vous avez à l'origine de ces adolescents à difficultés multiples, mais également pour pouvoir instituer, et c'est peut-être ce sont ces éléments-là qui vont nous être ramenés, mettre en œuvre ces éléments d'un vocabulaire commun, de références communes pour en travailler ensemble. Et l'action est allée jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on est allé jusqu'à mettre en place des stages croisés permettant à un éduc de MEX qui n'arrête pas de regarder l'ITEP en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bien dotés, qu'est-ce que c'est facile, comme c'est bien de travailler dans un ITEP, comme ils ont beaucoup plus de moyens, comme les jeunes sont moins compliqués, etc. » Et là, peut-être découvrir que la vie n'est pas beaucoup plus rose ailleurs, d'une part, mais surtout que si on veut prendre en charge ces adolescents qui débordent le cadre d'origine, souvent ça va demander de faire un petit peu plus d'efforts soi-même
dans l'acceptation, dans le travail en partenariat, avant, comme vous le disiez, d'expliquer que celui-là n'est pas pour moi. Celui-là est pour l'épilepsie, celui-là il est pour d'autres. Donc c'est un petit peu cette expérience-là avec laquelle on commence à avoir un petit retour, parce qu'il y a une quarantaine d'actions qui se sont déroulées en France, qui ont été réalisées, qu'on va venir vous présenter, et qui sera aussi un petit peu les éléments d'introduction, me semble-t-il, de la table ronde qui va s'enchaîner immédiatement après. Donc j'appelle Madame de Laurière et Jean-Yves Barrère pour venir nous présenter cette action nationale. Donc Florence de Laurière qui est déléguée régionale UNIFAF Aquitaine. Donc bonjour à vous tous, après ce petit calage technique, je vais pouvoir démarrer. Donc effectivement, je suis Florence de Laurière, je suis la responsable régionale d'UNIFAF pour la région Aquitaine. Alors UNIFAF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'OPCA et l'OPACIF du secteur social, médico-social et sanitaire associatif. Voilà, et donc nous sommes à notre cas de branche, et donc porté par une branche professionnelle qui a eu notamment cette initiative-là en 2009. Donc quelques mots. Alors d'abord le titre, effectivement, adolescents en difficulté, quel accompagnement sur les territoires. Moi je ne sais pas si ça fait très sérieux adolescents en difficulté, en tout cas ça fait plus sérieux qu'adolescents difficiles. Tout à l'heure j'entendais dire que ce n'était pas tout à fait sérieux, néanmoins on va voir le contenu et on va voir surtout les impacts que cette formation a pu avoir sur les territoires. Voilà. Alors le contexte d'abord, donc je vous l'ai dit, on est le cas d'une branche, et c'est vrai que c'est une branche très dynamique, qui d'abord dispose d'un observatoire de branche, avec des données sur l'emploi, sur les métiers, sur les évolutions de compétences, et surtout qui est au plus près des acteurs quand même de terrain, et qui entend un tout petit peu les besoins qui peuvent remonter du terrain, et nous menons beaucoup d'expérimentations justement pour la branche professionnelle. En 2008 et 2009, nous avions travaillé sur une expérimentation qui a duré 6 mois, sur la formation et sur la professionnalisation des intervenants en CER et en CEF. Donc nous avions démarré ce travail en 2008, 2009, et donc nous avions travaillé sur des actions professionnalisantes sur mesure pour les CER et les CEF qui le souhaitaient. Il n'y avait évidemment aucune obligation, on avait proposé cette offre de service. On avait également réfléchi à de la préqualification, et puis évidemment de la qualification du diplômant pour les intervenants de CEF et de CER. Dans le cadre de cette action qui a été menée sur l'ensemble du territoire national, il y a eu bien sûr un bilan, il y a eu un colloque, et au cours du bilan qui a été organisé entre la PJJ et l'UNIFAF, il a été question évidemment de ce qui avait fonctionné dans cette action, ce qui avait moins bien fonctionné, et puis de préconisations. Parmi les préconisations qui ont pu être faites de cette action, il y en avait une qui était transversale, et tous les acteurs étaient d'accord pour dire qu'il était absolument nécessaire de travailler sur une action de formation pour les adolescents, en tout cas pour les professionnels bien sûr, qui intervenaient auprès d'adolescents dits en difficulté, ou en tout cas ceux qui interrogent l'ensemble des structures, qui demandent effectivement beaucoup de soins, beaucoup d'attention de différents acteurs professionnels, et que donc il y avait une demande récurrente de différents types d'établissements, les CER et les CEF, mais pas seulement, d'une action conjointe entre différents acteurs pluridisciplinaires, une action de formation. Donc en 2009-2010, UNIFAF prend la décision de travailler donc avec l'ensemble des acteurs de la branche concernée sur une action de formation action, et je vais y revenir parce que ce terme-là est évidemment important dans ce contexte, qui associerait les professionnels des MEX, des CEF, des ITEP, des IME, des foyers, bref, tous ceux qui à un moment donné travaillent peu ou prou avec les adolescents qui désorganisent l'ensemble des services, en tout cas qui posent toujours question évidemment aux différents établissements. Donc les deux grands objectifs qui sont définis et dictés en 2010, c'est décloisonner les établissements, c'est-à-dire effectivement qu'on évite de travailler de façon très étanche entre le champ social, médico-social et sanitaire, ce qu'on sait toujours très bien faire, en tout cas essayer de travailler un peu mieux autour de ce décloisonnement pour justement éviter les ruptures de parcours. C'était évidemment un des gros enjeux. Et puis également réfléchir à une action sur des territoires d'intervention cohérents. C'est-à-dire effectivement des acteurs qui sont amenés à se rencontrer, à travailler ensemble,
donc autour d'un département ou d'infra-département, et dans le cadre également de schémas enfance et famille. Donc pas déconnecter cette action des logiques de territoire, des objectifs, des enjeux de ce territoire et des logiques d'acteurs sur le territoire. Autre principe important posé dès 2010, intégrer l'encadrement, le management, la direction à ces formations, donc pas simplement les intervenants éducatifs ou les intervenants paramédicaux, médicaux, mais véritablement impliquer les directions fortement dans ces actions, associer l'ensemble des partenaires institutionnels sur les territoires. Voilà, donc il y a un cahier des charges, il y a une démarche, donc on n'est pas simplement sur une action de formation, on est vraiment sur une démarche intégrée autour de cette question des adolescents en difficulté, un appel à projet début 2012, et donc effectivement l'Ancréal est retenu comme opérateur national, sachant que l'Ancréal avait bien sûr travaillé assez longuement sur ces sujets-là et avait beaucoup de choses à dire et avait également des propositions à faire sur une formation de cette nature-là. Voilà pour la genèse de l'action en 2009-2010. Les objectifs pédagogiques. L'idée, c'était véritablement de créer une formation sur mesure, donc pas une formation effectivement existante sur catalogue, pas vraiment une expérimentation, une innovation pédagogique, et complètement définie avec les professionnels, les directeurs d'établissement, l'Ancréal bien sûr après, avec laquelle on a complètement affiné les modalités pédagogiques, mais de véritablement faire une action particulière, pluridisciplinaire, et une action, donc une formation-action, c'est-à-dire aussi avec une visée très opérationnelle autour de ces jeunes qui posent des problématiques multiples. Donc une formation-action commune à des acteurs intervenant donc auprès des adolescents, quel que soit leur métier autour des adolescents en difficulté, dans des champs professionnels différents, mais complémentaires. Évidemment, le souhait, c'est toujours la complémentarité, l'articulation des interventions. Et puis des institutions différentes, avec des logiques institutionnelles très différentes, des enjeux différents, et donc essayer de mettre l'ensemble de ces professionnels autour de la table et de travailler ensemble. Autre enjeu, co-élaborer, co-construire ensemble des références professionnelles partagées en termes de méthode d'analyse de situation, comment on analyse, quels sont les critères d'analyse de situation, on n'a pas le même regard, on n'a pas la même façon d'analyser les choses dans le secteur sanitaire, médico-social ou social. Essayons de travailler aussi sur un langage commun, une sémantique partagée autour de ces situations. Au regard aussi des ressources qui existent sur un territoire, c'est pas la même chose dans les Bouches-du-Rhône qu'en Gironde ou dans les Atlantiques, on n'a pas les mêmes ressources exactement. De stratégies globales à élaborer, mais là aussi de façon très pragmatique, issue du terrain, pas des stratégies effectivement conceptualisées, mais véritablement des choses qui sont possibles sur un terrain ensemble, et de nouvelles réponses à développer. Alors, de nouvelles réponses, j'ai envie de dire d'aller plus loin sur les réponses existantes, donc ajuster, faire évoluer les réponses existantes et les partager bien sûr pour favoriser la continuité et toujours éviter ces fameuses ruptures de parcours ou cette multiplicité de réponses qui effectivement n'a pas de sens au regard des problématiques nombreuses du jeune. Objectif, alors là c'est des objectifs plutôt pédagogiques, développer des connaissances, donc développer l'interconnaissance, donc des connaissances croisées parce qu'il y a plusieurs acteurs de champs différents, sur les publics accueillis, qu'est-ce qu'un jeune en difficulté, ou un jeune ou un adolescent difficile, qu'est-ce qu'un incasable, puisque cette sémantique aussi on la retrouve souvent, est-ce qu'on est bien d'accord, et en fait on n'est pas toujours d'accord avec la définition de ce qu'est un jeune en difficulté, quelles sont les activités qu'on peut développer, les établissements, effectivement les professionnels qui s'occupent de ces jeunes, les missions, les projets des structures, mieux se connaître. Effectivement, éviter, casser les représentations des uns et des autres sur les missions, sur qui fait quoi, s'il le fait bien, pas bien, avec quels moyens, de quelle façon, et véritablement connaître les projets, les missions et les limites d'exercice professionnel des uns et des autres. Premier objectif, donc l'aspect connaissance. Deuxième objectif, acquérir des outils méthodologiques, pragmatiques, là aussi facilement exploitables, pour renforcer le travail en réseau, les coordinations territoriales dans une logique pluridisciplinaire, donc ça c'est aussi un point évidemment très important. L'idée c'était pas simplement d'acquérir des outils méthodologiques, vous l'avez bien compris, plaqués, préexistants, mais d'avoir des outils qui, et d'ailleurs le CRAI a fait un gros travail là-dessus, qui ont évolué aussi au fil des groupes et qui ont été enrichis par les différents groupes de professionnels. Et troisième objectif, identifier et déployer les complémentarités possibles. Ne pas travailler seulement sur les lacunes, les difficultés, les impossibilités. Ça, dans tous nos métiers, il y a là des impossibilités à faire, des impasses, mais plutôt travailler sur les complémentarités et sur comment aller plus loin dans ce que chacun peut faire et être en mesure de proposer au regard de là où il est, cette institution. Donc, comme
comme je vous l'ai dit, une ingénierie de formation, donc vraiment sur mesure, travailler avec les fédérations d'employeurs, les salariés concernés aussi, en tout cas en amont, et puis bien sûr avec l'Ancréail. Et c'est tout, ce qui était très important, c'est que c'est pas simplement de la formation classique, puisqu'au départ, il y a vraiment la co-élaboration, la co-formalisation partagée d'un diagnostic territorialisé, c'est-à-dire que chaque groupe est constitué sur un territoire cohérent d'intervention. Et donc, il y avait véritablement la volonté, d'abord, de faire un pré-diagnostic de ce territoire. Quels sont les jeunes sur ces territoires en difficulté? Combien sont-ils? Qui sont-ils? Quelles sont leurs caractéristiques? Quelles sont leurs pathologies? Comment sont-ils pris en charge? Quelles sont les structures qui existent sur le territoire? Comment ces structures travaillent-elles ensemble ou ne travaillent-elles pas ensemble? Et pourquoi ne travaillent-elles pas ensemble? Quelles sont les difficultés rencontrées sur le territoire par rapport à ces jeunes? Donc, véritablement identifier le territoire, ses caractéristiques, pour mieux identifier les besoins de connaissances, les besoins de formation, et surtout, effectivement, avoir une véritable connaissance mutuelle des réponses existantes, des limites de chacun également, donc de pouvoir partager et de démarrer, donc par un travail, effectivement, il y a eu un questionnaire notamment qui a été donc formalisé par le CREA et qui a été donc diffusé et proposé à l'ensemble des encadrants et des stagiaires avant le début de la formation. Ce questionnaire a fait l'objet d'une synthèse par le CREA et donc a été présenté en tout début de formation avec évidemment un travail de confrontation, de critique de ce diagnostic pour qu'il puisse être enrichi aussi par les stagiaires et les managers qui étaient présents, les encadrants qui étaient présents. L'idée de la formation, c'est de croiser trois approches. D'une part, ce fameux diagnostic territorial, véritablement adapté au contexte, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait un groupe, il y avait un diagnostic territorial spécifique, complètement particulier à ce territoire. Donc il n'y a jamais eu de diagnostic formalisé avant même que l'action démarre. Donc il y a eu vraiment ce travail affiné. Des modules de formation, bien évidemment. Et puis des stages croisés. Donc M. Nabour en a dit un mot tout à l'heure. C'est très important que les professionnels puissent aller dans des établissements qui n'étaient absolument pas à l'heure, de préférence ceux sur lesquels ils avaient de très grosses représentations, à tort ou à raison, et qu'ils puissent véritablement confronter leur regard sur les pratiques réelles de l'établissement et aussi évidemment avoir un dialogue permanent sur ce qui se faisait, pourquoi ça ne se faisait pas, et mieux comprendre effectivement les limites et les compétences des uns et des autres. L'idée c'était effectivement de pouvoir, en toute modestie, permettre de nouvelles modalités de fonctionnement, en tout cas améliorer et ajuster les modalités de fonctionnement déjà existantes, non pas de créer un nouveau dispositif, il n'y a aucunement l'ambition à travers cette formation action de créer un nouveau dispositif, mais bien d'améliorer les pratiques des uns et des autres, d'aider, et surtout d'insuffler peut-être une dynamique complémentaire, donc forcément une dynamique territoriale parfois extrêmement importante, mais de conforter, renforcer une dynamique existante. Voilà, d'éviter les fonctionnements cloisonnés et mécaniques, institutionnels bien sûr, pour assurer la continuité et une meilleure prise en charge de ces jeunes donc, en difficulté. Donc l'action elle a été prévue sur un délai relativement long, elle s'est faite effectivement en plusieurs temps, c'était ce qu'on appelle des séquences discontinues, et donc il y a eu plusieurs temps de travail. D'une part, il y avait une demi-journée de présentation de la formation et de sensibilisation de l'autodiagnostic accompagné, donc ce travail préalable dont je vous ai parlé sur les territoires, auprès des directeurs et des cadres des structures concernées. Donc pendant une demi-journée, nous avons donc le CREAI et moi-même présenté l'action, le contexte de l'action, les objectifs de l'action. On a entendu aussi les directeurs sur ce qu'ils avaient à en dire, sur les ajustements qu'ils souhaitaient, les craintes qu'ils pouvaient avoir. C'est une action relativement longue quand même et assez qui nécessite un véritable investissement en termes de temps des collaborateurs impliqués. Et puis surtout, on a véritablement, effectivement, le CREAI a beaucoup expliqué le diagnostic, le questionnaire et l'importance de remplir ce questionnaire pour véritablement démarrer sur cette base commune d'autodiagnostic territorial. Puis 2 jours de formation pour les encadrants ou les représentants de direction. C'était très important aussi qu'il y ait une appropriation de la part évidemment des directeurs ou des cadres socio-éducatifs ou des cadres des structures. Au cours de laquelle ces 2 jours-là permettaient aussi d'affiner le diagnostic, donc une présentation du diagnostic, les cadres pouvaient évidemment réagir, l'affiner, se l'approprier et partager une démarche territorialisée, commune, pour ces enfants et ces adolescents en difficulté. Puis, une fois que ces encadrants ont été formés, il y a eu 4 modules thématiques de 2 jours pour les professionnels, donc des éducateurs, des accompagnants, tous ceux que effectivement qui pouvaient y avoir accès autour de ces publics en difficulté, de ces jeunes en difficulté. Donc 4 modules thématiques de 2 jours, donc 8 jours de formation discontinue, et également un stage croisé, je vous l'ai dit,
de 35 heures pour les accompagnants, quels qu'ils soient, évidemment socio-éducatifs. Donc une formation relativement importante quand même, et après une journée finale de bilan pour les encadrants et les stagiaires, effectivement, quelques semaines plus tard, pour faire le bilan et les perspectives de cette session de formation, et aussi son impact, parce qu'après une session de formation, c'est évidemment un des thèmes qui sera abordé tout à l'heure, c'est que durant la formation en général, c'est plutôt riche, les échanges sont riches, l'apport de connaissances, le travail qui peut être fait en commun, la création d'outils, mais une fois que la formation se termine, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut pérenniser une démarche de cette nature-là? Est-ce qu'on peut renforcer réellement le travail en réseau? Parce que l'objectif était quand même aussi de renforcer ce travail en réseau sur le territoire. Les publics cibles de la formation, bien sûr, les salariés d'ITEP, de CESA, d'IME, de MEX, de CEP, de CER et du foyer, selon les territoires. Là encore, il n'y avait pas de composition type des groupes, il y avait simplement la volonté et la nécessité pour l'UNIFAF, en tout cas, de systématiquement mixer les intervenants. Il ne pouvait pas y avoir que des intervenants CESA ou ITEP, ce n'était pas du tout envisageable. Il fallait qu'il y ait au moins 4 ou 5 types d'établissements différents représentés dans chacun des groupes. Un encadrant, systématiquement par établissement, un représentant direct ou un représentant de direction, et 2 professionnels de terrain, si je puis dire, non encadrant par structure, pour les 4 modules de jour, donc pour les 8 jours de formation, et pour le stage croisé 35 heures dans un autre établissement. À noter, Madame Delorière, que dans notre région, ça ne s'est pas fait, mais dans d'autres régions, il y a des demandes complémentaires spécifiques des cadres pour pouvoir bénéficier des stages croisés. Oui, il y a eu cette demande-là, c'est tout à fait exact. D'ailleurs, je parlerai un tout petit peu du bilan qui en sera fait, des demandes qui ont pu émerger suite à cette formation, justement. Voilà un petit peu pour l'ingénierie pédagogique et la formation telle qu'elle a été conçue et mise en œuvre donc, par les CREAI sur l'ensemble du territoire national. Après les instances évidemment de pilotage et de suivi, c'est bien normal, surtout que c'était une expérimentation quand même, innovante, donc l'idée c'était aussi de réajuster autant que faire se peut lorsqu'il y avait des difficultés. Parfois ça a été compliqué de composer les groupes avec le CREAI et d'avoir suffisamment d'établissements représentatifs également sur le territoire. Les territoires ne sont pas confiés de la même façon, il y a une question de disponibilité, vous avez vu que c'est quand même une action relativement importante et chronophage en termes de jours. Donc il y avait quand même aussi des questions tout simplement d'investissement de la part des établissements, de la durée et des différents acteurs. Il y a aussi des différences de soutien financier en fonction du secteur d'origine dans lequel on était. En gros, pour le dire simple, la CNSA accompagnait les établissements du champ du handicap, notamment pour assurer les remplacements lors des sessions de formation, qu'on n'a pas pu avoir pour les établissements dans le champ de la protection de l'enfance. Voilà, effectivement, je vais revenir tout à l'heure sur le financement. Les frais pédagogiques étaient assumés à 100% par le CAR, par UNIFAF, bien évidemment. Mais la CNSA, donc, nous avait apporté son aide, l'établissement qui relève de la CNSA, sur la partie rémunération. Nous n'avons pas obtenu la même chose d'autres partenaires financiers. Enfin, sur les aspects rémunération et remplacement, évidemment, qui représentent un coût non négligeable pour les structures. Donc le pilotage et le suivi de l'action, donc un comité de pilotage évidemment national qui s'est réuni au départ très régulièrement, composé d'UNIFAF, bien sûr, de la branche professionnelle, puisqu'on était quand même les instigateurs de cette action, de responsables de projets à l'ENCREAI, puisque l'ENCREAI a beaucoup travaillé, et je laisserai la parole à M. Barrère là-dessus, et de personnes ressources représentant des institutions diverses que vous connaissez bien, des associations nationales et des fédérations évidemment, très impliquées sur ces questions-là. Donc le comité de pilotage devait s'assurer des objectifs, de la cohérence, éventuellement ajuster, suivre et valoriser, communiquer et aussi évaluer. Quand on mène une action comme celle-ci, durant quand même 2 ans et demi avec un travail en amont d'une année, qui quand même est relativement important, c'est relativement innovant, l'idée c'était aussi de pouvoir évaluer et valoriser les résultats de cette action. Un comité technique, bien évidemment, qui a également suivi les outils proposés par l'ENCREAI, pour qu'il y ait quand même une homogénéité territoriale, au moins sur les outils. Après, il y avait un travail de chacun des groupes autour des outils d'appropriation, mais au départ, il fallait quand même que les supports, les outils soient de même nature, avec la question du transfert de ces outils aussi, l'idée étant que l'ensemble des acteurs et des stagiaires puissent se réapproprier ces outils et donc qu'ils puissent être transférables. Et puis, un travail régional, bien évidemment, pour chacun des CREAI et des entités et délégations de l'UNIFAF sur les territoires. C'est évidemment le cas en Aquitaine, avec le CREAI et l'équipe d'UNIFAF. On s'est rencontrés très régulièrement au départ pour ajuster les différentes modalités, effectivement, et pour que les groupes soient véritablement pluridisciplinaires sur les territoires, choisir les bons territoires aussi, avec les acteurs qui souhaitaient y participer, y compris les partenaires, puisqu'il y a des partenaires qui sont intervenus, évidemment,
dans cette action et tout au long de l'action, notamment en termes de présentation de leur mode de fonctionnement. Voilà, puisque effectivement, oui, je reviendrai sur les partenaires tout à l'heure. Alors peut-être simplement pour terminer, je laisserai la parole après à M. Barrère sur les réalisations sur un volet très quantitatif. Donc 36 groupes de formation sur le territoire national, dans 19 régions. Il faut savoir qu'avec l'IFAF, il y a 22 régions. En tout cas, grosso modo, si on ne compte pas les DOM et les TOM. Donc à un moment donné, ça veut dire que la plupart des régions, effectivement, la grande majorité des régions, ont travaillé cette problématique-là avec le réseau des créailles. Des collectifs de travail et un renforcement du travail en réseau qui quand même a été acté de la part des différents acteurs. Et sur un plan financier, c'est une action qui effectivement a été prise en charge par l'IFAF à hauteur de 2 200 000 euros hein, d'un point de vue national. Donc quand même un très gros budget sur l'aspect d'abord investissement, réflexion, méthodologie et pédagogique. Au niveau de l'Aquitaine, donc sur un seul volet de la région, budget global, donc 110 000 euros pour les frais pédagogiques et les frais annexes qu'on va évidemment financer pour l'ensemble des stagiaires. En revanche, effectivement, sur la prise en charge de la rémunération des stagiaires, une différenciation entre les établissements relevant de la CNSA et ceux qui n'en relèvent pas. 2 groupes de formation mis en place entre 2013 et 2014 sur 2 territoires. Premier territoire, la Gironde, essentiellement les Girondins, et deuxième territoire, Pyrénées-Atlantiques et Landes. Voilà. Et ce, entre 2013 et 2014. 8 partenaires associés, puisque dans chacun des groupes, le CREAI a su mobiliser les partenaires qui allaient bien, évidemment, présenter leur mode d'intervention, répondre aussi aux différentes questions, expliquer leur point de vue, leur façon d'aborder effectivement ces jeunes, ces adolescents en difficulté. Donc d'abord l'éducation nationale qui a été présentée systématiquement, la PJJ, la pédopsychiatrie, les tribunaux pour enfants, la ZE bien sûr, la NDPH, la maison des adolescents et l'ARS, direction, en tout cas les entités territoriales. Et donc là, c'est vrai que sur les 2 territoires, je pense que les partenaires ont été systématiquement associés, alors qu'il y a des territoires en France et des régions pour lesquels il a été plus difficile de mobiliser aussi tous ces partenaires systématiquement. Ça a été plutôt le cas chez nous. Au total, 40 stagiaires sur l'Aquitaine, donc pour la Gironde, 22 stagiaires représentant 6 établissements différents. Et pour les Pyrénées-Atlantiques landais, puisqu'il n'y avait pas que les 64, 18 stagiaires représentant 5 établissements. Voilà pour les derniers chiffres que je peux vous donner. Avant de laisser la parole à M. Barrère, je peux vous dire qu'on est en train de travailler sur une évaluation bien sûr qualitative. Donc l'ANCREA a déjà remis effectivement à la synthèse des bilans de travaux justement sur les territoires et qu'il y aura probablement un colloque national en 2015 pour faire le point bien sûr sur ce qui a été mis en place. On regardait aussi l'écart qu'il peut y avoir entre les objectifs que nous avions initialement en 2009-2010 et la réalisation finale. Regardez pourquoi il y a eu l'écart parfois entre ces modalités-là. Et puis bien sûr les objectifs, peut-être ce qui a été véritablement un apport reconnu par tous, notamment le travail en réseau, une meilleure connaissance des acteurs et des professionnels, des réponses j'espère, et puis des limites aussi, bien sûr, notamment sur la pérennité de ce travail en réseau et de la coordination sur les territoires. Et dernière chose, sur des perspectives, puisque ça pourra donner lieu peut-être à d'autres actions autour de la problématique des adolescents en difficulté. Voilà, merci. Merci beaucoup. Juste pour compléter votre propos, Madame Laurière, actuellement, je sais qu'un certain nombre de régions ont lancé des APR sur le modèle de l'APN. Donc, peut-être en région Aquitaine.